bien de pouvoir, voilà, ce qui permet de pouvoir revisionner et de faire un peu on va dire, de communication autour du projet. Alors, trois projets aujourd'hui. Opfiz, donc que je ne vous dévoile pas, mais ça va se passer en Guyane. Flodam d'été, qui est un projet scientifique assez complexe, et puis Bosco, qui va se passer en Bretagne. Donc, on va voyager un petit peu. Et ce que l'on fait, alors parfois, et là, ça semblait tout à fait adéquat, eh bien, c'est de commencer par une présentation peut-être qui n'est pas du SCO, mais qui est, en tout cas dans la thématique, un petit peu plus générale, et qui va permettre aujourd'hui, eh bien, de vous présenter donc le portail Hydro Web Next, donc par Nicolas Picot, qui est voilà, le portail de l'hydrologie, avec plein de nouveautés, avec plein de choses vraiment très intéressantes. Et j'ai vu par exemple, puisque j'avais présenté le projet Opfiz, que les données en fait étaient bien utilisées, par exemple dans ce projet-là, et dans plein d'autres projets également. Voilà. Je te laisse la parole, Nicolas. Alors, tu vas me laisser la parole et tu vas même me laisser l'écran comme tu viens de le faire. Donc, je vais, hop, partager mon écran. Je vais passer en mode présentation. Vous Parfait. me dites quand vous voyez la présentation, donc On c'est la voit bon. bien. Oui. Donc, je présente en fait on behalf, comme on dit en anglais, de Lionel Zawadzki et de l'ensemble des équipes qui ont piloté ce développement-là du portail que vous connaissez parce qu'on en a déjà parlé de multiples reprises et je connais certains d'entre vous qui sont disponible. Comme je l'ai mis sur le chat, j'ai malheureusement une contrainte de réunion en présentiel et je ne pourrai pas rester pendant les présentations des différents projets que je connais d'ailleurs par ailleurs. Donc je vais vous présenter rapidement, environ 10 minutes. J'ai quelques slides, mais vous verrez que ça va assez vite. À la fois l'atelier de production qu'on appelle Esperid et l'atelier de diffusion qu'on appelle HydroWebNext, de production et de distribution de données hydrologiques dans TEIA. Donc, c'est un projet qu'on a lancé il y a environ 10 ans dans le passé, suite à la demande de Selma Cherchali, côté programme, autour de SWOT Aval, en termes de portail, de mise à disposition, va faciliter l'usage et l'accès à la donnée spatiale pour compléter l'offre de services de TEIA, et bien évidemment en relation étroite avec les centres de TEIA en termes de centres d'expertise. Alors, HydroWebNext, dont l'URL est affichée en haut à droite, c'est en fait un portail qui est déjà ouvert, dans lequel vous trouverez au jour d'aujourd'hui uniquement des données SWOT simulées. Et donc, c'est un métacatalogue qui va moissonner d'autres catalogues et fournir des protocoles de diffusion ou de visualisation pour des clients afin de faciliter les usages, les interprétations et surtout tenter de diminuer ou de limiter, on va dire, le téléchargement d'informations, vous faciliter la vie en termes d'interprétation des données spatiales que l'on va mettre progressivement à votre disposition. Vous y trouverez bien sûr des données SWOT. SWOT, c'est une mission qui a été lancée il y a 10 mois, qui est en cours de phase calvale. Certains d'entre vous étaient avec nous la semaine dernière pendant ce qu'on appelle la SWOT Science Team, le meeting qu'on a fait à Toulouse, avec plus de 250 personnes, des chercheurs et des participants des projets pour ouvrir les yeux sur l'excellence des images que fournit ce nouveau satellite, qui fournira donc des données d'auteur et d'étendue sur l'ensemble des cordes en eau de notre planète. Vous y trouverez également les produits hydrologiques de TEIA et des produits hydrologiques que l'on produit au CNES, sur lesquels je vais revenir. Les produits hydrologiques de TEIA, j'imagine que vous les connaissez déjà. On ira moissonner également des catalogues de type Copernicus pour certaines variables qu'on ne produit pas chez nous et qui sont potentiellement d'intérêt pour vous. Et on ira également moissonner, en fonction des accords qu'on pourra signer, des données in situ, typiquement le Chapi en France, ou d'autres données in situ qui sont open data, que l'on peut partager, ainsi que des données modèles, voire des projets SCO. Et on a certains projets SCO qui commencent à se dire qu'ils pourraient utiliser, on va dire, notre interface et notre catalogue pour pérenniser et mettre à disposition cette information. Qu'est-ce qu'on va trouver tout prochainement dans HydroWebNext? Eh bien, on va y trouver déjà les produits que vous connaissez peut-être déjà. On va y trouver 4 variables essentielles qui sont produites en routine au CNES grâce à l'infrastructure du CNES en termes de calcul. C'est des chaînes qu'on a héritées des travaux des CES de TEIA, des centres d'expertise scientifique de TEIA. Donc, on travaille en étroite collaboration avec les laboratoires. On ne remplace pas les laboratoires. Ce que l'on fait avec eux et pour eux, c'est la mise à l'échelle.
passer on va dire, de quelques tuiles qu'ils ont expertisées avec leurs moyens informatiques propres à une couverture continentale, une production massive, une production de routine. C'est un petit peu notre mandat que l'on fait, et j'insiste avec eux, de manière continue en les associant au développement et aux évolutions algorithmiques nécessaires dans le futur. Typiquement, bah, vous trouverez la couverture de neige, des fractions d'eau, des données, de la couverture de neige et la fraction de neige issue du capteur Sentinel-2 avec une résolution de 10 mètres et une revisite d'environ 5 jours. Des masques d'eau portés par Santiago Penaluque que certains d'entre vous connaissent, avec du Sentinel-2 également, sachant qu'on travaille également en ce moment avec du données radar pour compléter la couverture des masques d'eau en cas de couverture nuageuse, avec une revisite également de 5 jours. On y trouvera des informations de qualité des eaux, chlorophylle, matière particulière en suspension et turbidité, toujours avec le même capteur Sentinel-2. Et on essaie en ce moment d'approfondir également le catalogue avec la même approche appliquée à du Landsat 8, avec une couverture de 20 mètres, une revisite toujours de 5 jours. Et on a également des synthèses qui sont disponibles, que ce soit mensuelles ou annuelles, sur les occurrences d'eau ou sur les durées d'enneigement. Pour l'heure, ces synthèses ne sont disponibles que sur ces deux variables. On ne les a pas prévues sur la partie qualité des eaux. Peut-être que dans le futur, la qualité des eaux fera également partie des informations de synthèse mensuelle ou annuelle en termes de variabilité, ce qui porte beaucoup d'informations en termes d'évolution du corps en eau. On a bien sûr un produit assez historique qui sont les hauteurs d'eau mesurées par les satellites altimétriques classiques Sentinel-3, Saral, Sentinel-6 et les constellations altimétriques Nadir depuis Topex. Donc on a 30 ans de chronique historique sur les grands fleuves et les grands lacs du monde qui permettent de suivre et d'observer l'évolution du stock en eau sur certains corps en eau. Ce sera évidemment complété par la donnée SWOT dès qu'elle sera disponible, qui lui fournira une couverture complète des surfaces, des surfaces mouillées, de la largeur, des pentes et donc des débits et des volumes de lacs et des évolutions de ces différents paramètres. Avec des objectifs missions qui étaient pour les fleuves supérieurs à 100 mètres et pour les lacs supérieurs à 5 hectares. Mais comme certains l'ont découvert la semaine dernière, Swatch fait nettement mieux que ce qu'on avait demandé et on espère pouvoir voir des fleuves beaucoup plus fins et des lacs beaucoup plus petits avec une précision assez bonne. HydroMNext, en termes de portail, c'est un outil SIG pour découvrir les données spatiales, comme je l'évoquais, à côté de données terrain et de données modèles. Donc, vous aurez, on va dire, des facilités pour rechercher, ajouter de produits à un projet. Typiquement, si vous avez des données de terrain, vous avez la possibilité de les mettre dans le portfolio sans les partager et comparer la donnée de terrain avec une donnée spatiale ou votre traitement avec le traitement que nous avons opéré. Donc, c'est un outil d'exploration, d'information qui permet de faciliter la vie et de regarder, de travailler pour comparer les données. Typiquement, là, vous avez plusieurs couches d'informations sur les masques en eau et vous pouvez regarder le masque en eau observé par le produit Surfwater comparé avec ce qu'on appelle le River SP, qui est une donnée pour l'instant simulée. En bas, vous avez la couverture temporelle des différents produits qui sont disponibles, qui seront disponibles. Pour l'instant, c'est uniquement, on va dire, des données simulées et de l'interface homme-machine. Et vous pourrez donc, on va dire, jouer avec les différentes couches pour comparer et observer les évolutions sur les différents corps en eau qui vous intéressent. On fait la même chose sur le suivi, on va dire, temporel, avec des développements qui vont arriver pour répondre à vos besoins et on est toujours à l'écoute on va dire, de vos specs de besoins. Typiquement, on prévoit de pouvoir suivre le stock en eau observé par SWOT sur un territoire, un bassin versant, un continent. Faire la même chose sur la partie surface mouillée, la même chose sur la partie qualité des eaux. Mais c'est des choses que l'on veut développer en termes de plugins avec vous dans le futur et progressivement pour répondre aux besoins utilisateurs. Les produits peuvent bien sûr être téléchargés par navigateur. Il est possible également d'utiliser un script Python si le panier est trop grand. On utilise évidemment la terminologie de panier. Depuis qu'Amazon a développé son service, tout le monde fait des paniers, y compris pour des fichiers numériques. Et on peut également faire un requêtage direct via le standard Stack quand on connaît le catalogue. Ce portail-là, il est gratuit. Toutes les données qu'il contient sont en licence ouverte, donc c'est libre de droit en termes d'usage. Les données SWOT et les produits du centre de production CNEST AI seront disponibles, on va dire, dans environ 2 mois de cela, en novembre 2023. Le portail est ouvert aujourd'hui, vous pouvez déjà le consulter, mais vous y trouverez très peu d'informations, comme je l'évoquais, uniquement des produits SWOT simulés. Et comme je l'évoquais, de nouvelles données et de nouvelles fonctionnalités seront continuellement ajoutées
en lien étroit avec, on va dire, les expressions de besoin que l'on récolte à droite et à gauche. Cette semaine, j'ai présenté ce même portail vers les agences de bassin. Aujourd'hui, on le présente vers le SCO. On est vraiment en attente et en appétence de vos retours d'utilisation et des cas d'usage que vous aimeriez voir développer au sein de ce portail, qui est vraiment là pour vous faciliter l'exploration de la donnée spatiale et de son potentiel sur les différentes surfaces du monde. Un petite parenthèse pour les projets SCO, cette interface home graphique qui nous semble vraiment très, très bien pensée en termes d'usage, elle peut également être utilisée pour accueillir les projets SCO. Dans le passé, on en avait discuté avec Frédéric Bretard. On a tendance à avoir, on va dire, 40 projets SCO et 40 portails différents. Là, on a l'opportunité de les regrouper un petit peu autour d'un portail thématique hydrologique qui a été pensé pour la communauté hydrologique, réfléchi avec la communauté hydrologique et donc qui pourrait être utilisé pour héberger et véhiculer pas mal de projets qui tournent autour de l'hydrologie, autour du SCO. Bon, c'est bien sûr, il y a toujours quelques réserves, hein. On a des équipes qui sont chargées avec des contraintes de projet, des contraintes de planning, typiquement autour du projet SWOT, pardon, qui nous mobilisent au premier plan. Mais si vous avez certains projets SCO qui sont dans le futur volontaires pour venir, on va dire, intégrer les couches de service de ce projet de ce portail, on analysera la situation au cas par cas et on discutera des potentielles contributions financières nécessaires pour intégrer vos données dans ce nouveau portail. Et c'est tout pour moi dans un délai de 12 minutes comme prévu et comme promis. Parfait, mais on avait 15 minutes, donc il reste quelques petites minutes supplémentaires pour Ah bah oui, peut-être c'était répondre prévu à aussi, des c'était prévu, questions. j'avais 15 questions comprises. Salut Adrien d'ailleurs, je ne t'avais pas vu encore. Salut Guillaume, je ne t'avais pas vu non plus. Merci. Merci Nicolas. Et voilà, c'est bon. Effectivement, on a deux, trois minutes pour si vous avez quelques questions. Sinon, on prend tout à la fin. Enfin, c'est vrai que toi, tu parles, C'est pas Nicolas. grave, de toute façon, on vous le remontrera dans le futur et puis on aura Oui, l'occasion de bien débattre. sûr, bien sûr. Et je pense que en fait, il faut que les gens utilisent le portail et les produits dedans avant de poser des questions. Là, c'est une présentation. Mais entre la Alors, d'ailleurs, présentation et puis le. tout à l'heure, dans mon introduction, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, mais ce sera dit par Raquel, hein. Flodam, en tout cas, une partie sera mise dans HydroWeb Next. Tu Tout vois. à fait. Et puis peut-être qu'un jour, on aura un Office V2 qu'on intégrera au portail. Je Je vois ne vise que personne. Homme folie. je vois Guy Roisse qui a levé la main. J'ai vu ça Oui, aussi. merci. Bonjour à tous. Guéroise, donc, je suis expert eau auprès du directeur général de Voies navigables de France. Et merci pour cette belle présentation. Je voulais poser une question. Effectivement, on voit pas mal fleurir aujourd'hui les outils satellites sur le sujet eau. Et évidemment, nous, en tant qu'opérateurs de gestion de l'eau, on est intéressé à ces outils. Mais la question qui se pose souvent, c'est le niveau de précision, en fait, des informations qu'on peut tirer de l'image spatiale. Et donc, nous, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est une précision très, très fine sur les niveaux d'eau, sur les largeurs au plafond. Et donc, je voulais savoir un petit peu où on en est aujourd'hui. Alors, j'ai vu il y a quelques jours les résultats également qu'Airbus produit sur Pléiade Neo. On parle aujourd'hui de 15 cm de précision. Qu'est-ce que ça veut dire notamment sur les élévations? Et puis, si on peut parler des données SWOT, ça m'intéresse bien sûr. Merci. Alors, vous J'espère posez une avoir pas question. été trop long. Non, c'est pas trop long. Je pense que la réponse pourrait être longue par contre. Donc, je pense qu'on va prendre un petit rendez-vous entre vous et nous pour discuter de comment on qualifie la précision de la donnée. Mais pour le faire brièvement, on est évidemment convaincu qu'une donnée spatiale sans indicateur de qualité, elle est quasiment inutilisable. Il faut convaincre la communauté de l'apport de ces données-là et de leurs limitations également. On n'est pas là pour vendre du rêve. On est là pour montrer une capacité. Le spatial, ça complète l'in situ, ça ne le remplace pas. Et en fonction du type de capteur du spatial, on a certains avantages, typiquement la revisite spatio-temporelle ou la précision. SWOT, c'était un instrument qui était pensé pour faire une précision d'environ 10 cm sur un corps en eau d'1 km². C'est gros, 1 km². C'est gros. On fait nettement mieux que ça. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner de chiffres, mais on travaille activement, typiquement avec l'équipe de Guillaume ou l'équipe d'Adrien, sur la partie CalVal, calibration, validation, quantification de l'erreur de l'instrument. Et dans quelques semaines, grâce aux instruments de mesure qu'on a déployés sur certains bassins,
des stations automatiques ou des capteurs de pression ou d'autres instruments, on sera à même de quantifier précisément la précision de notre instrument de mesure sur différents territoires. Le territoire national ou l'Australie, parce qu'on est en discussion avec Isabelle sur le territoire en australien pour qualifier ce que peut faire un SWOT sur un réservoir ou un lac naturel. Voilà brièvement ce que je peux vous dire pour ne pas mobiliser tout le temps de parole. Je pense que après ça pourrait nécessiter un petit peu plus de discussion. Si je peux poursuivre, juste une question peut-être, j'ai vu qu'Isabelle Frater veut intervenir, mais est-ce qu'on peut imaginer que vous fassiez de l'assimilation de données sur vos données pour les rendre plus précis? Je pense par exemple, nous on a quelques milliers de capteurs sur nos réseaux qui pourraient éventuellement permettre de préciser la qualité de vos informations, des choses qui peuvent s'engager. Vous allez voir ça, je pense, directement dans la présentation suivante avec Adrien, qui travaille pour l'instant pas vraiment encore sur les techniques d'assimilation, mais oui, c'est l'étape suivante. L'assimilation, on en fait depuis 20 ans en océanographie. Il faut que ça arrive en hydrologie. On bataille un petit peu en interne au CNES pour défendre certains dossiers depuis quelques années pour préparer l'hydrologie opérationnelle de demain. C'est le moment. On a tout ce qu'il faut maintenant en termes d'observa pour préparer ces assimilations. C'est compliqué. Assimiler des données multisources de l'in situ avec du spatial. On a su le faire avec les énergies des laboratoires et de certaines startups ou autres pour l'océan. Il faut qu'on fasse de même en hydrologie. C'est notre présent. Et vous, et pour finir, dernier sujet, est-ce que vous travaillez également sur les profondeurs d'eau? Alors, les profondeurs d'eau, on a essayé. Il y a des gens qui m'ont même proposé des drones qui permettraient de faire du lidar bathymétrique. C'est Guillaume qui est en face de vous, là. Et bon, c'est des sujets qui sont un peu compliqués. Ça dépend beaucoup de la turbidité. C'est pareil, là. On a essayé de faire des choses avec du drone flottant, avec du drone volant, avec du lidar aéroporté. On a été en discussion avec l'IGN. Ça dépend vraiment du type d'eau qu'on observe. Merci beaucoup pour vos réponses. Ouais, c'était des réponses rapides, mais vous connaissez mon point de contact. N'hésitez pas à revenir vers moi. Okay. Merci beaucoup. Peut-être Isabelle, si tu veux, et ce sera la dernière question, puis après on les prendra à la fin. Oui, merci Fred. Je voulais simplement avoir une précision. Nicolas, tu as dit que les données seraient dispo dès novembre 2023. Il faut comprendre pour une couverture globale ou sur certaines zones uniquement? Alors, ça dépend des types de variables. Soit on aura une couverture globale, parce qu'en fait, c'est une mission qui est un observatoire où on fait la production chez nous au global. Pour les autres variables que j'ai citées qui viennent du portfolio TEIA, on essaie d'avoir une couverture, on va dire, continentale. On a lancé un appel à projet ou un appel à contribution côté TEIA pour récolter les besoins des communautés utilisatrices. À minima, on va couvrir l'Europe et un autre continent. On ne souhaite pas faire des timbres-poste, mais s'il y a un besoin typiquement en Australie, je cite l'Australie juste au hasard, Isabelle, il faut exprimer un besoin en se disant j'aurais vraiment besoin que typiquement la couleur de l'eau et l'étendue d'eau soient suivis sur mon territoire pour tel et tel travaux et tel axe de coopération avec les agences. C'est important pour nous. Ok, ben on en rediscutera, Nicolas. Ça nous intéresse fortement pour les sites pilotes d'AquaWatch. Oui, bah, ils m'ont déjà relancé, tes collègues. Je sais. Allez, merci. On en reparle. Merci.